même remise en question. Et l'efficience n'est pas toujours en rendez-vous. Les coûts de ces grands programmes que sont la santé et l'éducation sont difficiles à maintenir dans des économies qui sont en concurrence et dans les crises que nous connaissons. Et cet équilibre, au lieu de s'étendre à mesure que la richesse collective augmente, a tendance à se réduire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que certains pays réussissent mieux que d'autres à tenir le pari de l'équilibre entre ces trois valeurs, mais toutes ne le font pas aussi bien. En comparant des données collectées par le Commonwealth, on peut voir que différents pays vont bien et que parmi les pays qui réussissent le moins bien, on retrouve les États-Unis et le Canada. Mais s'il y a des disparités dans les différents pays, ce qui est aussi peut-être le plus intéressant, au-delà de ces disparités, c'est la reconnaissance que, quels que soient les arrangements institutionnels, quelles que soient les formes d'organisation de l'assurance maladie, nos différents pays ont des problèmes semblables. Des problèmes de pénurie de ressources, des problèmes... j'ai un peu de problème. Excusez-moi, il faut que je me tourne un peu parce que j'ai du mal à lire. Des problèmes de pénurie de ressources, des problèmes d'attente, une dévalorisation de la médecine de première ligne, souvent, des tensions très fortes, et vous le savez au Brésil, entre les assureurs privés et les assureurs publics, des scandales à répétition pour des personnes les plus défavorisées, et dans nos sociétés, des scandales auprès des personnes âgées, des scandales sur les soins auprès des personnes âgées, de grandes disparités géographiques dans l'accès aux soins, des pressions pour désassurer des services, et une grosse question très lourde, très désagréable, on en a parlé tout à l'heure, la qualité des soins n'est toujours pas au rendez-vous. Les erreurs médicales continuent à faire des ravages et sont presque un problème aujourd'hui de santé publique grave. Des dizaines de centaines de morts chaque année. Incapacité à contrôler la hausse du coût des médicaments, on vient d'en entendre parler, nous allons en reparler. Et en même temps, une difficulté très lourde à garantir à tous un accès équitable aux médicaments et aussi la bonne utilisation des médicaments. Et parallèlement à ces problèmes semblables, en quelque sorte en réponse à ces problèmes semblables, des discours quasiment incantatoires sur les réformes à mettre en place, qui nous disent toutes la même chose. Il faut améliorer la qualité, il faut plus intégrer, il faut décentraliser, il faut assumer plus de responsabilités. Tous ces discours sont rarement mis en œuvre, nous allons y revenir. Et finalement, des interrogations de plus en plus lourdes sur la viabilité à long terme de nos systèmes publics d'assurance maladie. Ah oui, pardon. Excusez-moi, mais ça va me permettre de jeter un coup d'œil sur le tableau, sur les écrans en même temps. Alors, ce que l'on peut observer, c'est que dans tous les systèmes de santé connaissent une croissance importante de leurs coûts. Ici, une dizaine de pays développés. On constate que de 1960... Alors, on constate, on peut décomposer la croissance des coûts en trois grandes périodes, de la mise en place des systèmes d'assurance maladie jusqu'au milieu des années 70, une première crise économique, une première crise du pétrole. La croissance des coûts est à peu près comparable dans tous les pays. Cette première crise économique, dans le milieu des années 70, crise du pétrole, comme on va en retrouver plusieurs par la suite, va entraîner des politiques différentes dans les différents pays. Et on peut observer que, selon les pays, des différences importantes dans le contrôle des coûts s'observent. Les disparités dans la croissance des coûts s'accentuent entre les différents pays. Ces tendances-là font en sorte que les États-Unis se détachent et ne sont pratiquement pas en mesure de contrôler leurs coûts, alors que des pays comme le Japon, l'Angleterre continuent à les contrôler avec beaucoup de succès. Et on s'aperçoit aussi qu'après les années 2000, c'est-à-dire dans la période que nous connaissons aujourd'hui, période que la crise économique va certainement accélérer, la croissance des coûts des systèmes de santé des pays développés est en train de repartir en flèche vers le haut, tout particulièrement les États-Unis.
Cette croissance des coûts, si elle était associée à des gains importants de santé, serait certainement vue comme une bonne chose. Malheureusement, quand on met en relation la croissance des coûts et la croissance et l'espérance de vie, par exemple, comme indicateur global de santé, on s'aperçoit qu'il n'y a strictement aucune relation dans ces pays entre la croissance des coûts des systèmes de santé et la santé des populations. Par contre, ce que l'on peut observer, c'est que la manière de financer ces systèmes de santé a certainement une importance sur la croissance des coûts. On peut constater que la part des dépenses privées dans les dépenses totales de santé est variable. Deux grands groupes de pays. En bas, des pays qui ont des systèmes publics financés par l'État ou par des cotisations sociales de façon importante, et en haut, les États-Unis et la Suisse, dont les coûts privés sont importants. Ce que l'on peut observer quand on met en relation le pourcentage des dépenses privées et la croissance des coûts, c'est qu'il y a une relation linéaire, très belle, entre le fait que plus les pays ont des systèmes publics, plus le contrôle des coûts est facile, plus les pays ont des systèmes mixtes, privés-publics, plus le contrôle des coûts est difficile. Alors l'ensemble de ces observations, c'est-à-dire l'ensemble du fait que dans différents pays on observe les mêmes types de problèmes, nous amène à un certain nombre d'idées. La première idée, c'est que si les problèmes sont les mêmes, ou ils sont de même nature à peu près partout, c'est que vraisemblablement, les forces qui pèsent sur ces différents pays sont de même nature. Ces forces sont de 4 ordres. On a des forces qui sont des forces on va dire, presque de progrès, de croissance. Le développement des techniques, le développement des technologies, et en particulier les technologies du médicament, les transitions démographiques, le vieillissement des populations et les dégradations de l'environnement convergent, interagissent toutes pour accroître le domaine d'action de la médecine, pour accroître une demande de plus en plus grande de la part des populations pour une intervention de plus en plus massive de l'État dans le domaine de la santé. Et parallèlement à cette demande de plus en plus lourde, on va aussi s'amplifier une exigence liée à la mondialisation que les États contrôlent leurs dépenses de santé et contrôlent leurs dépenses publiques. La rencontre de ces attentes croissantes envers le système de soins et des contraintes financières lourdes font en sorte qu'on est dans une situation qu'on peut appeler une situation de crise. Situation de crise qui fait en sorte que partout, et de façon régulière, à peu près tous les 5-10 ans au Canada, on voit apparaître une nouvelle commission d'enquête, une nouvelle proposition de réforme. Propositions qui prennent toutes les mêmes formes. On peut lire à peu près, avec des mots à peine différents, les mêmes recommandations en 70, en 76, en 86, en 90, en 2005. On dit, et on le dit au Canada, on le dit aussi dans les autres pays. Et on le dit, je pense, très largement aussi au Brésil. Il faudrait, pour avoir un système qui soit réellement à la hauteur de nos attentes, il faudrait maintenir et accroître le financement public, il faudrait intégrer les soins, il faudrait améliorer la qualité, organiser une première ligne responsable, repenser la gouvernance et l'imputabilité, développer des dossiers médicaux uniques et utilisables par tous les professionnels qui ont besoin de les utiliser pour donner des soins, garantir un accès universel et équitable aux médicaments. Mais, malgré cette convergence dans les recommandations, on est obligé d'observer que les réalisations sont loin des attentes. On dit ce qu'il faut faire, et trop souvent, on ne fait pas ce qui devrait être fait. On ne devrait pas ce qui devrait être fait, c'est-à-dire qu'on a l'impression que les réformes qui sont proposées, la flèche bleue, est à peu près dans l'incapacité de modifier la trajectoire des systèmes de santé et dans l'incapacité d'organiser les transformations qui seraient requises pour arriver à mieux rencontrer cette exigence triple d'équité, de liberté et d'efficience. Alors l'inquiétude face à cette difficulté de faire des réformes grandit partout. Les populations s'inquiètent. Les sondages d'opinion montrent dans tous les pays que l'on s'attend à ce que les États interviennent. M. Obama l'a parfaitement compris, qui promet de mettre une assurance maladie aux États-Unis.